ici, je suis intervenant-chercheur au sein du laboratoire Athémis, qui est un laboratoire qui à la fois mêle des personnes qui sont des professionnels de la recherche, qui viennent du milieu de la recherche, mais qui sont très intéressés par les formes d'intervention et qui en fait veulent faire de la recherche par l'intervention, ou des gens qui viennent plutôt du monde de l'intervention et qui du coup s'intéressent aux questions de recherche. Le cœur d'Athémis, c'est les mutations du travail, et à travers ça, on s'est notamment posé la question des mutations des modèles économiques, et donc en relation avec cette question des mutations du travail. Alors l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est un référentiel, une manière d'aborder la question des modèles économiques. Ce sont des repères en fait qui permettent de penser des modèles économiques autrement que comme on a l'habitude de les penser. En général, les modèles économiques, c'est souvent vu et réduit à la dimension monétaire, à la dimension financière de ces modèles, alors qu'en fait, dans un modèle économique, l'enjeu principal, c'est de penser à la fois ce qu'on cherche à produire comme valeur, de penser les modalités par lesquelles on va pouvoir mobiliser des ressources et comment on va réussir à faire que ces ressources soient utilisées efficacement, de manière pertinente. C'est aussi de penser comment on arrive à traduire ça dans une formalisation qui soit cohérente avec ce qu'on propose et derrière, comment c'est attaché à un mécanisme de gouvernance, comment c'est attaché à des formes d'organisation entre les structures aussi, qui soient elles-mêmes pertinentes par rapport à ce qu'on cherche à faire. L'économie de la fonctionnalité, elle donne une lecture servicielle de ce que c'est un modèle économique. Parce qu'habituellement, on fait un peu comme si tout le monde fabriquait des biens. Et c'est le modèle de fabrication des biens en fait, qui s'est étendu, et y compris à des activités comme celle des centres sociaux. Et du coup, on fait comme si on savait à l'avance ce qu'on allait produire, comme si c'était évident la valeur qui était générée. Et quand un financeur finance une ligne budgétaire particulière, et on fait comme si c'était révélateur de la valeur qu'il allait être générée par l'activité. Alors qu'en fait, les activités des centres sociaux, elles sont très souvent, enfin elles sont non maîtrisables, puisque déjà elles sont partagées avec des participants qui contribuent à la création de la valeur. Ensuite, elle est difficilement anticipable, puisque les personnes qu'on accueille, on ne sait jamais exactement pourquoi elles viennent, ce pourquoi elles viennent. On a une idée de l'attente un peu globale, mais les questions très, très concrètes qui se posent à elles, elles sont difficiles à anticiper. Enfin d'ailleurs, elles ne sont même pas possibles à anticiper. Et du coup, la forme de la construction de la relation, c'est une relation de service. Il faut repenser. On part non plus d'une proposition ou d'une forme d'offre, si j'utilise des mots un peu classiques de l'économie, une forme d'offre qui est complètement maîtrisée, à plutôt l'engagement de ressources pour essayer de tenir une intention, notamment une intention politique, mais aussi une intention d'accompagnement, une intention de déplacement des personnes qu'on a face à soi. D'avoir du coup des formes de formalisation qui soient capables de rendre compte de cette affaire-là sans les réduire à des dimensions trop mesurables, matérielles, ce genre de choses, et qui donnent aussi l'occasion de penser des partenariats, non pas en fonction des occasions de financement, mais plutôt en fonction de l'intérêt pour l'activité elle-même. Donc, si je résume de manière très très globale, l'EFC, ce qu'elle cherche à faire, c'est à produire des repères conceptuels qui aident à déplacer, à décaler le regard des personnes qui ont en charge la conception du modèle économique et le fait de faire vivre ce modèle économique, en l'occurrence par exemple les directions des centres sociaux, de manière à ce qu'elles puissent imaginer, repenser la cohérence de leur organisation, la cohérence de leur activité, la cohérence de leur financement au regard du réel de leur travail. Et donc non pas au regard d'une formalisation imposée en partie par l'extérieur et notamment par les financeurs. Alors, je pense que le lien entre l'EFC et ce qu'on a pu voir à l'occasion de l'expérimentation qu'on a fait pour le FONJEP, c'est finalement d'attirer l'attention sur là où se situent les enjeux en fait, de transformation des pratiques de pilotage de ces structures et des pratiques de conduite de ces modèles économiques, notamment autour d'un point important qui est celui de l'évaluation, c'est-à-dire les pratiques d'évaluation. Ce qu'on a pu constater dans notre expérimentation, c'est que bien souvent dans ces structures, jeunesse et éducation populaire, l'évaluation elle est plutôt vécue comme défensive, c'est-à-dire on justifie auprès des financeurs qu'on a bien fait tout ce qui était prévu. Ce qui rend complètement invisible d'une part la complexité de l'activité et ce qu'on sait tenir et ce qu'on sait produire à côté du cadre, et ce qui aussi déplace, fait comme si tenir le prescrit, tenir ce qu'on avait prévu,
c'était la garantie qu'on allait produire de la valeur. Alors qu'en fait, la valeur que l'on génère, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Et puis d'ailleurs, on génère des fois des effets qu'on ne maîtrise pas à l'avance, qu'on ne maîtrise pas complètement dans son process, mais qui pourtant sont des véritables pépites ou des mines de valeur très importantes, y compris pour les partenaires. Et donc un des enjeux, je pense, très forts, c'est de repenser cette question de l'évaluation, y compris penser, alors j'ai utilisé cette expression tout à l'heure, penser une évaluation offensive, c'est-à-dire une évaluation qui donne à voir plutôt ce que l'on pense être les éléments de valeur, de manière à engager la discussion avec les financeurs et de réaccorder avec le financeur, du coup, la valeur que l'on cherche à générer et s'accorder avec lui sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de produire tous ces effets-là. Pour d'une part éviter l'épuisement d'une production qui ne trouve jamais de voie ou de mise en visibilité, et d'autre part, aussi déplacer petit à petit l'objet de la coopération avec les financeurs, qu'il s'agisse de financeurs publics ou privés, c'est pas tant la question ici, mais de déplacer l'objet de la relation de financement autour du réel de l'activité de travail. Et donc, pour pas faire un double jeu, d'avoir une vie formelle dans laquelle on s'échange des documents, des modes d'évaluation, des grilles, des tableaux de bord et ce genre de choses. Et puis une autre vie qui est la vie réelle de la structure dans laquelle on est en face des bénéficiaires, qu'on a des demandes réelles légitimes, qu'on arrive à qualifier, à organiser, à travailler avec eux, mais qui ne trouvent jamais de traduction dans des grilles qui sont par définition décalées avec la complexité du réel de l'activité. Et donc comment on remène y compris la discussion pour refonder quelque part le partenariat avec les financeurs, encore une fois, publics ou privés, de manière à ce que les fonds qui sont attribués aux structures type les centres sociaux le soient sur un accord d'une intention partagée au niveau de la valeur qu'on cherche à produire et qui permet aussi peut-être d'accueillir d'autres demandes que jusqu'ici les financeurs ne peuvent pas exprimer parce qu'elles ne sont pas présentes dans les grilles. Et ça veut dire aussi peut-être décomposer un peu le financeur, ne pas être seulement s'adresser à l'institution qui finance, que ce soit encore une fois un privé ou un public, c'est pas l'entreprise ou le financeur institutionnel, mais c'est aussi les personnes dans ces structures, de voir aussi avec quoi elles se débrouillent, parce que je pense que pour un grand nombre d'entre elles, elles peuvent aussi comprendre l'intérêt de toutes les démarches et aussi la finesse du travail des centres sociaux et donc aussi retrouver des modalités de valorisation. Je fais juste une petite boucle, c'est qu'on parle beaucoup des aspects du financement comme une difficulté du fait de la réduction de ces fonds. Il y a aussi, on pourrait dire, du côté des ressources. C'est une condition très importante pour garder les gens, les salariés d'une part, mais aussi les bénévoles motivés, engagés dans leur travail, parce que c'est aussi une forme de reconnaissance de ce avec quoi ils se débrouillent dans la vie de tous les jours, et donc éviter une sorte d'implosion ou de découpage en deux des structures entre des directions qui seraient les interlocuteurs des financeurs et qui auraient comme charge de faire la traduction formelle de l'activité, puis de l'autre des opérateurs qui auraient à s'accommoder de ce qu'on leur donne comme financement pour tenir eux en relation avec les bénéficiaires le réel de leur activité. Donc je trouve que ce risque-là vaut le coup, du coup, ce risque-là et du coup la démarche que pose l'UFC dans le cadre des structures GEP, ça permet quelque part de reconnecter un peu ces deux tensions qu'on a pu percevoir dans des structures, la tension on pourrait dire du côté du financement, puis aussi la tension du côté des forces vives de ces assos, et tous les débats sur alignement entre financement et projet politique, en fait on pense qu'ils sont conciliables justement dans une forme où on refonde avec les financeurs justement l'accord sur la valeur qu'on cherche à y produire.